Les envies, les passions, cela ne se contrôle pas. Girard Lebrun a fait carrière dans le dessin industriel. 32 ans, de bons et loyaux services dans un bureau d'études spécialisé dans le béton armé. Puis vient l'heure de la retraite. Inscrit à l'université du temps libre, en section aquarelle, il apprend la technique. Les paysages de Loire se prêtent très bien à l'aquarelle parce que finalement on a souvent des teintes qui sont très fondues et qui se mélangent entre les reflets, entre les ciels. Donc finalement l'aquarelle c'est quand même quelque chose de doux. Enfant de la Loire, tout naturellement c'est vers le fleuve qu'il se dirige pour en saisir ses mouvements, ses couleurs. Ma jeunesse, ma plus tendre enfance sur les bords de la Loire. J'ai connu la Loire de tout temps, avec un papa pêcheur, avec des parents et des amis commerçants qui n'aspiraient qu'à une chose, le dimanche, aller pique-niquer au bord de la Loire, quel que soit le temps, on allait au bord de la Loire. De demi-teinte en demi-teinte, la Loire prend forme. Son pinceau glisse sur la feuille humide. Les couleurs se mélangent. Pour Gérard, ce n'est plus sa Loire d'enfant. On ne voit plus les crues qu'on a connues. Et que malheureusement, les îles se peuplent. Il n'y a plus les crues qui nettoyaient la Loire naturellement. Maintenant, elle a changé. Elle a vraiment changé. Un plaisir de solitaire le laissant durant des heures à contempler le fleuve. Un rêve qui devient réalité. Retour au château de la Bourdaissière et c'est génial, ça sent bon, c'est beau, il y a une multitude de collections de légumes, de fruits. Ça, c'est quelque chose qui vous intéresse. Tout à fait, effectivement. Je voulais vous amener dans ce potager pour vous présenter un historien, Marc de Ferrières, qui est spécialiste des cultures alimentaires. Bonjour. Bonjour Marc. Bonjour. Alors là, c'est le royaume de la tomate. On peut dire que ça fait partie de notre culture française, la tomate? Ça fait partie de la culture alimentaire récente. Ah. C'est-à-dire que ça ne fait pas beaucoup de siècles qu'elle est arrivée chez nous. Et quand elle est arrivée, ce n'était pas un légume, mais c'était un fruit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne mange pas comme on mangeait il y a quelques années? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on mange très différemment de ce qu'on mangeait il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 300 ans. On ne mange pas les mêmes produits, on ne les mange pas de la même façon, ils n'ont pas les mêmes goûts, n'ont pas nécessairement les mêmes couleurs non plus. Pourquoi est-ce qu'on mange de manière tellement différente? Qu'est-ce qui a contribué à cette diversité de l'alimentation? Un des éléments majeurs, c'est l'arrivée de nouveaux produits. On a passé notre temps en Europe et en France à voir arriver des nouveaux produits alimentaires. La tomate est un bel exemple, mais on pourrait citer la pomme de terre, le haricot vert. On peut même dire les céréales qui sont arrivées avec les premiers hommes à l'époque préhistorique. Ce n'est pas des produits locaux. Et donc, petit à petit, on les a adoptés et on les a adaptés à notre goût et à notre mode de vie. Il y a des légumes ou des fruits qui aujourd'hui sont de consommation courante et qui, il n'y a pas si longtemps, étaient des produits tout à fait exotiques? Oui, il y a le kiwi et l'avocat, par exemple. Quand j'étais petit, moi je me rappelle que c'était des produits rares. Aujourd'hui, on trouve ça n'importe où et on en produit même chez nous. Il y a 30 ans, ce n'était pas le cas. L'ananas aussi. Oui. Alors c'est drôle parce qu'on a l'impression que ce que l'on appelait avant les produits exotiques sont devenus nos produits courants, de consommation courante. Et puis on revient aux légumes oubliés, on revient à tous ces produits. L'idée n'est pas pour Slow Food d'avoir une vision un peu nostalgique de l'alimentation et se dire je voudrais remanger comme ma grand-mère, etc. C'est un peu l'inverse dans un sens. C'est-à-dire c'est à la fois être attaché à des traditions et des cultures, ça c'est sûr, mais aussi se projeter dans les 100, 200 ans prochains et se dire qu'à un moment donné, le pétrole va être tellement rare et tellement cher que finalement ce qui va être le plus accessible, c'est ce qu'on a autour de chez nous en fin de compte. Donc la relocalisation de notre économie alimentaire est assez importante pour Slow Food, effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire la gastronomie française, telle qu'on l'entend par exemple comme ce qui s'est passé l'an dernier, avec l'inscription du repas et de la gastronomie française au patrimoine? Alors ça veut dire une façon de manger. Ça veut dire qu'en France, on ne mange pas comme ailleurs. Quand on mange, on en parle avant, on en parle après, on en parle pendant. Et accessoirement, mais le quand repas est à côté. mange alors
on a en France une particularité culturelle qui tourne autour de l'alimentation. C'est pour ça qu'on a fait classer le repas gastronomique. Tu m'étonnes, John. Parce que dans notre société, le repas a une place à part qui est un élément identifiant de ce que l'on est. Alors on va prendre un petit peu de hauteur, on va partir au pays des songes et des rêves, là où les petites filles rêvent de princesses et de princes charmants et de poussière d'étoiles. Une jolie manière, vous allez voir, de jeter un œil sur la Loire. Pas belle pour l'histoire? De la poussière d'étoiles. Sous les saules pleureurs, les soirs de pleine lune, on peut parfois percevoir le reflet de l'astre nocturne. Une vision propice à toutes les rêveries, car c'est là qu'habite la fille de la lune. La fille de la lune sème doucement sa poudre magique dans le ciel. La poussière d'étoiles tourbillonne comme une nuée de lucioles. Elle vient se poser sur le pays enchanté, celui des châteaux perchés au-dessus du fleuve majestueux. Pour observer la poussière d'étoiles, il faut prendre de la hauteur, parcourir les cieux. Le plus souvent, elle est invisible, excepté aux yeux de ceux qui savent détecter sa présence. Elle est tout en haut du ciel. Non, parce que la lune, elle est là-bas, si tu as remarqué. Il faut alors survoler le grand fleuve, consulter le livre de la fille de la lune et observer attentivement. Si l'on pouvait se déplacer aux côtés de la fille de la lune, on apercevrait alors par-delà la forêt des vallons où fleurissent les légendes de la poussière d'étoiles. On peut ainsi contempler les cueilleurs de rêves, rassembler la poudre magique qui recouvre le fleuve, le château et ses forêts. Vous avez vu le château là-bas? C'était le château du roi François Ier. C'est un grand roi de France. Ah oui, un château. Car le pays enchanté côtoie le monde des hommes. Mais seuls ceux qui connaissent le secret de cette histoire peuvent admirer ses beautés, ses elfes et ses fées. Et moi, je sème les graines de poussière d'étoiles. Vous en voulez? Bon, Mélanie, je dois vous dire, je suis contente, j'ai eu un peu peur. On a quand même parlé de plaisir, d'alimentation. Je me suis dit, on va quand même pas aller en cuisine, c'est terrible. Hein. Effectivement, je voulais quand même pas qu'on se quitte avant de vous présenter Bernard Charret. Bonjour. Pour Slow Food, une référence du bon manger en Touraine. Et puis c'est une bonne table, hein, les chandelles gourmandes. C'est des bonnes matières, c'est un bon discours, mais c'est aussi beau. une vraie réalité. On se met au boulot aussi. Ah bon, est-ce qu'on bosse en plus? Ah oui, alors c'est... Ah, je croyais qu'elle m'emmenait au resto. Non, c'est parce que tu vas travailler avec nous. Oui. Ah ouais, on va bosser, d'accord. Bon, alors. Alors c'est parti. Bernard, qu'est-ce que tu nous as préparé? Là, je vois qu'il y a plein de légumes de saison, des variétés anciennes. Tu sais qu'on travaille toujours autant de légumes, hein. Parce qu'un plat c'est un ensemble, c'est des produits d'origine animale, mais c'est surtout aussi beaucoup de légumes avec qui vont s'y accorder et qui en même temps vont équilibrer ce qu'on va manger. Alors allons-y, qu'est-ce que vous attendez de nous? Dites-nous tout alors. Et ben, on va au moins tailler déjà les légumes qui nous serviront à faire le plat principal qui va être avec du cendre tout à l'heure. Tiens, on peut vider ça si on veut, je vais peut-être... Ouais, bah Mélanie, allez, on va vider ça.
Ça, c'est très facile, hein. C'est un potimarron, c'est vraiment un des légumes les plus faciles et les plus commodes, parce qu'il n'y a pas besoin de l'éplucher, la peau va fondre en même temps que la cuisson. D'accord. Ça sert aussi bien à faire des soupes, à faire des sauces, à faire des flancs. On est dans une civilisation où on perd beaucoup de choses. Nous, en tout cas, on se permet de perdre des épluchures, on perd des tiges, on perd... C'est pour ça que vous ramenez un truc que moi j'aurais mis à la poubelle, par exemple. Ça, c'est le cardon. Arrête, c'est un des plus jolis produits du monde et c'était une spécialité en Touraine. Il y avait le cardon de Tours qu'on recherche encore. C'est des cardons, c'est vraiment un joli légume. Qu'est-ce qu'on mange là-dedans? Tout. Comment ça, tout? Ben, tout. Ah ouais? Là, on va juste enlever un petit peu on va juste un petit peu enlever les fibres. C'est ça aussi, hein, c'est vrai qu'il faut prendre l'habitude d'imaginer. Tiens, tu me coupes juste des petites lamelles comme ça. Bon, ça, je peux faire. Voilà, parce que tu vois, c'est toujours cette notion. Comme il y a des grands fibres, si on coupe en petites lamelles, on aura bien sûr. Alors là, ça va tomber dans de l'amertume. Avant, c'est vraiment des produits qu'on transforme. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, puis il y a un deuxième. C'est ça, il faut il y a un deuxième. C'est-à-dire que le premier effet n'est pas terrible. Mais par contre, tu comprends qu'il se passe, non plus. et en même temps, il se passe des choses quand même. C'est ça la vraie cuisine. C'est pas de prendre la chose facile et de la redonner dans l'état, c'est de savoir transformer un aliment pour le rendre agréable à manger. Ouais, il y a une vraie présence. Bien sûr, c'est ça qui a amené la cuisine et tout le côté. Et après, c'est devenu une culture. Bon, je bosse. Hein. Donc vas-y, rends les choses agréables du jour. Oui. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Alors, là, ça vient de ces se légumes, décider. ils vont arriver avec quoi? Nous, on est aussi très axés sur les poissons de notre région. Hein, puisque les produits qui sont autour de chez nous, c'est entre autres les rivières et les étangs et les maraîchers. Hein, c'est vraiment les deux grands produits phares de la Touraine. Donc nous, on se proposait de faire un cendre avec une crème de potimarron. Bon. Donc, ça, c'est une brème. Hein, des poissons qu'on utilise rarement, mais qui sont encore vraiment dans le cœur de ce mouvement slow food. Tout à fait. Bah, c'est vrai que là, Bernard est vraiment l'exemple des chefs qui travaillent au contact direct avec la terre, avec les paysans. Dans une société qui devient un peu puritaine, on va dire « Oh, c'est caca, il y a de la terre même, c'est sale ». Je n'osais pas le dire, mais c'est vrai qu'il y a de la terre même. La terre, c'est pas quelque chose de répugnant, d'accord? C'est vraiment quelque chose de fondamental pour nous et qui demande du respect. Et tout ce que vous nous racontez, vous le partagez aussi avec vos clients parfois? Beaucoup même. C'est vrai? Beaucoup. Je crois que les gens qui viennent chez nous viennent parce qu'ils ont à la fois du goût, ça c'est vraiment important, c'est pas qu'un discours philosophique, c'est aussi quelque chose de très matérialiste, c'est-à-dire c'est ce qui se passe aussi dans les plaisirs de la bouche et puis de l'imagination après et de la mémoire encore. Bernard, qu'est-ce qu'on a là? Là on retrouve un petit peu tout ce qu'on a manipulé tout à l'heure, le potimarron qui est devenu une sauce, les cardons, dessous tu vois les tagliatelles comme utilisé, c'est du pané. En fait, on se fait des nouilles de pané. On râpe du pané, donc maintenant une racine qu'on arrive à trouver assez facilement. Au centre de l'assiette, il y a du cendre. C'est un poisson que vous proposez à la carte toute l'année, vous y arrivez? Pas toute l'année, non, c'est quand on en a. Nous, on n'a aucun complexe quand on n'a pas quelque chose. On dit aux gens, en ce moment, on n'en a pas. Là, la Loire, c'est dramatique. Je pense qu'on va plus en avoir beaucoup des cendres. Là, c'est bien parce que j'ai des viviers, donc j'ai pu stocker des cendres un petit peu en vivier. Mais là, la Loire, elle a encore baissé. On est dans les niveaux les plus bas depuis une cinquantaine d'années à peu près. En même temps, c'est ça qu'on vit. On vit tout ce qui se passe autour de nous. Tout à coup, tu as des choses qui disparaissent. On n'a quasiment pas eu de friture cette année parce que les cours d'eau sont très différents. Et qui vous fournit en poisson? Alors, en poisson, c'est des pêcheurs de Loire. Donc, sur la Touraine, on en a 3. Et puis, je remonte sur la Sologne par moment. Et je descends jusqu'à Saumur, Angers, Ancenis, pour trouver des pêcheurs, parce qu'ils sont réellement en voie de disparition. Ils sont très peu. J'aime bien le terme que vous utilisez quand vous parlez de ces pêcheurs de Loire. Vous les appelez des résistants. Oui, mais parce qu'ils sont passionnés en fait. Et ils ne le font plus pour des raisons économiques. Là aujourd'hui, économiquement, on ne peut pas s'enrichir sur la Loire. Moi, j'ai pas envie de résister plus longtemps. On n'est pas loin de l'heure du déjeuner. Merci mille fois pour toutes ces saveurs, des yeux, des oreilles, de toutes mes papilles qui ont été en effervescence pendant ce petit passage en Touraine avec vous, Mélanie. Et puis Bernard, je ne vous dis même pas merci. Regardez, la meilleure manière de vous dire merci, c'est de goûter. C'est de goûter et d'avoir des émotions. La cuisine, c'est quand même de l'émotion.